réellement où votre argent va lorsque vous mettez de l'essence dans votre automobile? Aujourd'hui, nous avons une entrevue avec Nicolas Gagnon de la Fédération des contribuables. Récemment, ils ont sorti leur 26e rapport annuel sur la transparence fiscale à la pompe. Avec Nicolas Gagnon, justement, nous allons parler des différentes taxes incluses dans le prix que vous payez à la pompe. Également, nous allons parler du choc tarifaire à prévoir chez Hydro-Québec, puisque d'ici 2028, apparemment, nous aurons des fortes hausses sur le prix de l'énergie que nous consommons chez soi. Donc, chez Urban News, nous voulons vous garder informés sur où votre argent vraiment va. Et c'est avec Nicolas Gagnon aujourd'hui qu'on va pouvoir en discuter. N'oubliez pas d'aller sur rebelfieldreports.com pour pouvoir nous aider à vous montrer l'autre côté de l'histoire. Et maintenant, laissons écouter M. Nicolas Gagnon. Donc, Nicolas Gagnon, vous avez sorti un rapport avec la Fédération des contribuables. Vous avez produit un rapport sur ce que les Québécois payent à la pompe. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, bien en fait, essentiellement, comme pour la 26e année d'affilée, on a sorti notre rapport sur la transparence fiscale à la pompe. Donc, essentiellement, on vulgarise aux Québécois, mais aussi à l'ensemble des Canadiens, c'est quoi que ça représente, en fait, la facture qu'ils payent dans les stations de service, surtout la portion de taxes qu'ils payent pour chacun des pleins de leur véhicule. Et quand on arrive au Québec, bon, on constate qu'effectivement, c'est un seuil assez élevé. 38 de ce qu'on paye dans les stations de service, c'est essentiellement des taxes. Selon les régions, bien sûr, parce que ça peut monter à 39 voire 40 quand on est dans la grande région de Montréal, pour une raison assez particulière. Mais essentiellement, c'est entre 5 et 6 taxes qu'on paye pour chaque litre d'essence. On a une taxe d'assise provinciale sur l'essence, une taxe d'assise fédérale. On a également, bon, on sait qu'au Québec, on nous casse souvent les oreilles en disant qu'il n'y a pas de taxe sur le carbone. C'est un peu faux. On a un marché de carbone qui fait en sorte qu'on paye 12,5 cents par litre d'essence juste pour le carbone sur chaque litre d'essence au Québec. Donc, ça s'ajoute aux deux autres taxes. Là-dessus, on applique aussi la TPS et la TVQ qui s'appliquent sur les autres taxes. Donc, ça fait une taxe sur la taxe, ça gonfle encore plus le prix. Et quand on est dans la grande région de Montréal, bien, c'est une taxe de 3 cents sur le transport en commun qui s'ajoute à ça. Donc, c'est 6 taxes à Montréal, 5 dans le reste du Québec. 38 c'est énorme. Si on fait le calcul pour une famille qui a 2 véhicules, qui fait le plein à peu près toutes les 2 semaines, c'est environ 2000 $ par famille qui est payé en taxes sur l'essence uniquement cette année au Québec. On sait qu'au mois de mai dernier, M. Legault avait décidé d'enlever le prix minimum. Qu'est-ce que le gouvernement Legault devrait faire? Oui, c'est bien beau d'enlever ce prix minimum-là, mais ça ne va pas nécessairement ôter le fardeau au niveau du nombre de taxes que les Québécois payent. Non, effectivement. Bien, nous, on considère quand même que c'est une bonne chose qui a retiré le prix minimum pour plusieurs raisons. La première étant que ça ne change absolument rien à part maintenir artificiellement les prix plus élevés qui devraient l'être. Il faut rappeler que dans les autres provinces canadiennes, il n'y a pas de prix minimum sur l'essence. Donc, le fait qu'on en ait un au Québec, ça ne faisait aucun sens. Puis c'est un mécanisme qui était là depuis les années 90, depuis 97 plus précisément. Ça n'a jamais protégé les consommateurs, ça n'a même jamais protégé non plus les stations de service. Fait que le fait qu'on se débarrasse du prix minimum sur l'essence, pour nous, c'est une bonne chose, principalement parce que ça démontre que le gouvernement reconnaît qu'on paye trop cher notre essence. Et ça, c'est une première ouverture pour ensuite aller vers des baisses de taxes sur l'essence, parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement de François Legault avait refusé tout dialogue vraiment là-dessus à 3 reprises en 2022, quand les prix de l'essence ont explosé avec l'invasion de l'Ukraine, tous les problèmes liés à la chaîne de ravitaillement et tout ça. On se rappelle que les prix de l'essence avaient atteint jusqu'à 2 $ et on a vu plein de provinces comme l'Alberta, l'Alberta, l'Ontario et autres qui ont décidé de réduire la taxe sur l'essence. Le Québec avait refusé. Puis là, 2 ans plus tard, on élimine le prix minimum sur le plancher. Du moins, ça a été annoncé, ça va se faire cet automne. Donc, nous, en tant que fédération, on veut s'assurer que le gouvernement entende le message des automobilistes. C'est clairement pas assez. C'est un pas dans la bonne direction, mais il a reconnu qu'on payait trop cher. Donc, on peut espérer qu'il y ait une baisse de la taxe sur l'essence qui arrive éventuellement, comme c'est le cas au Manitoba, en Ontario puis à Terre-Neuve-et-Labrador. Parce qu'on entend souvent parler que la taxe sur le carbone ne touche pas, nous autres, au Québec. Pouvez-vous éclaircir un peu les Québécois qui pensent encore que non, au Québec, on n'a pas cette taxe-là? Non, c'est effectivement très faux. On connaît déjà les fameux politiciens qui nous répètent ça constamment. C'est vrai qu'on ne paye pas la taxe carbone fédérale. C'est vrai. Par contre, on a une autre taxe carbone au Québec qui est purement provinciale.
Puis ça s'appelle pas taxe sur le carbone. Puis c'est pour ça que nos politiciens n'aiment pas dire qu'on ne paye pas de taxe sur le carbone, parce qu'effectivement, ça s'appelle pas de même. C'est lié à ce qu'on appelle le marché de carbone depuis 2013. C'est entre le Québec et la Californie. Et à chaque année, essentiellement 4 fois par année, il y a des enchères entre, dans le fond, toutes les entités qui possèdent des parts de carbone sur ce marché-là, et il y a de la spéculation qui a lieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre le système au Québec et au fédéral, c'est qu'au Québec, c'est un plafond qui est mis à toutes les entreprises qui émettent des émissions. Puis si elles dépassent ce plafond-là, elles doivent acheter des parts de carbone. 1 tonne égale 1 part de carbone. Et en ce moment, au Québec, le prix du carbone sur le marché avec la Californie, c'est 53 $ par tonne. C'est plus bas que dans le reste du Canada parce que le prix sur lequel est basée la taxe carbone fédérale, c'est 80 $. Donc, c'est plus cher la taxe carbone dans le reste du pays qu'au Québec. Mais il n'en reste qu'au final, nous, on ne la paye pas directement sur notre facture. On ne la voit pas apparaître. On n'a même pas non plus de programme de rebate au Québec, contrairement au reste du pays. Mais on a bel et bien ce prix-là qui est refilé aux consommateurs, aux automobilistes, via la taxe, via le prix sur l'essence, parce que tous les distributeurs d'essence, les raffineries y compris, sont soumis à ce système de plafonnement et échange des droits des émissions, ou SPED. C'est le nom exact de la taxe sur le carbone au Québec. Comme je vous ai dit, c'est 12,5 cents par litre d'essence qu'on paye sur le carbone présentement au Québec. Pour une famille, pour venir au calcul, c'est environ 415 $ que ça coûte pour les automobilistes par année. Alors, et on n'a toujours pas de programme de rebate. Mais ce qui est aussi intéressant à considérer, c'est que le prix du carbone est appelé à augmenter. En ce moment, c'est 53 $ par tonne en 2024. Mais en 2030, c'est 93 $ que ça va coûter par tonne. Donc, on doit s'attendre à voir le prix du carbone qu'on paye sur le litre d'essence doubler. Ça devrait monter à pas loin de 23 cents par litre d'essence en 2030. Donc, tantôt, je disais qu'on paye 38 % de notre essence, ou du moins de ce qu'on paye dans les stations de service, c'est des taxes. En 2030, ça va être pas loin de 50 % uniquement à cause de la taxe sur le carbone, qu'on n'appelle pas taxe sur le carbone au Québec, mais qui existe et dont on paye le prix. On voit que justement, là, M. Legault a comme, sans vouloir le dire nécessairement, m'a admis qu'on payait trop cher à la pompe. Mais ce qu'on voit aussi de l'autre côté, au niveau de l'énergie, c'est que là, c'est Hydro-Québec qui va emmener des hausses et une hausse choc apparemment. Oui, le choc tarifaire, ça a été annoncé la semaine dernière par l'Union des consommateurs, puis c'est pas la première fois qu'il y a un groupe qui fait une sortie justement pour interpeller le gouvernement puis dire que les choix qu'on fait présentement, surtout au niveau du mandat qu'on donne à Hydro-Québec pour l'ensemble des projets d'électrification ou le tout à l'électrique qu'on fait au Québec, ça va venir inévitablement qu'un choc tarifaire pour plusieurs raisons. De un, la demande d'électricité est appelée à grossir comme ça se peut pas, en fait, entre autres parce que oui, on donne des blocs d'énergie à des entreprises qui viennent s'installer. On a vu Nordvolt, GM, Ford, etc., ainsi que toutes les autres entreprises locales. En plus, on fait le switch à l'électrique pour toutes les voitures. Il faut rappeler qu'en 2035, on va interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et au diesel. Mais mine de rien, l'objectif présentement, c'est de passer de 270 000 voitures électriques sur les routes à 2 millions d'ici 2030. C'est 10 fois plus de voitures électriques. Ça va avoir un impact sur le réseau énergétique et même Hydro-Québec le reconnaît. En plus, Hydro-Québec s'est engagé à investir 185 milliards de dollars sur 10 ans dans ces infrastructures supplémentaires. Et ça va amener à ce que, oui, le coût de l'énergie qui va être produit d'ici ce temps-là, surtout à partir de 2028, va grossir assez rapidement, va augmenter. Et on parle d'une augmentation annuelle de nos tarifs d'électricité qui pourrait passer entre du 5 à du 9 % par année. Donc, sur 10 ans, ça pourrait faire doubler notre facture d'électricité. Et ça, c'est bien sûr si le gouvernement maintient le cap sur ses objectifs d'électrification, sur ses interdictions par rapport aux voitures à essence et au diesel, et finalement sur toutes les ambitions qu'ils ont de vouloir décarboner le Québec à une vitesse grand V. Ça vient avec un coût, puis malheureusement, c'est les consommateurs qui vont le payer. D'un côté, ils disent, bon, on a beaucoup d'énergie, on est capable de subvenir au fait que, bon, tout le monde va avoir des automobiles électriques d'ici au moins 2035, même avant au Québec. Mais il semblerait qu'on n'a pas la capacité. Bien, c'est effectivement ça le problème, c'est que je pense au cours des dernières années, on a pris pour acquis les surplus d'électricité qu'on avait au Québec et dont on se vantait d'avoir. Et on avait toutes les raisons aussi de se vanter jusqu'à tout récemment qu'on avait les tarifs d'électricité les plus intéressants en Amérique du Nord. C'est une des rares choses qu'on a comme avantage quand on considère les impôts qu'on paye puis l'état de nos routes et de nos hôpitaux. Mais bon, c'était un avantage qu'on avait et qu'on pourrait perdre au courant des prochaines années à cause d'une mauvaise gestion des infrastructures énergétiques, à cause d'une mauvaise planification de l'électrification au Québec. Puis aussi, oui, on
on a des ambitions qui sont complètement démesurées par rapport à la réalité des Québécois. Les gens ne sont pas prêts à faire un virage vers la voiture électrique tout de suite. Ils ne sont pas prêts non plus à se faire dire à quelle heure ils vont devoir mettre, je veux dire, la vaisselle, par exemple, ce genre de choses-là. Fait que c'est des changements drastiques qui arrivent assez rapidement. Ça a l'air de rien, mais il y a 15 ans, on parlait de nos surplus d'électricité, comme quoi on n'aura aucun problème. Et là, on est rendu à dire aux gens, ça se peut que votre lave-vaisselle, vous le partez juste à 5 heures parce qu'avant, ça va vous coûter plus cher sur votre facture d'électricité. Donc, le discours a complètement changé, puis ça, c'est en fonction des ambitions du gouvernement. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir un retour, il doit vous mettre un pied en arrière et se poser la question, c'est quoi qu'est-ce qui est réaliste présentement, qu'est-ce qui est atteignable, puis qu'est-ce qu'on peut faire sans se retrouver à transférer une facture complètement abyssale sur le dos des générations futures, parce que c'est exactement ce qui s'en vient. Et là, justement, on vient d'apprendre il y a quelques heures que M. Pierre Fitzgibbon, maintenant, allait quitter. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, justement, parce que c'est quand même lui qui gère tout ce qui est énergie, innovation? Bien, effectivement, c'est une bonne surprise. Bien, dans le sens, on lui souhaite quand même une bonne retraite de la politique. C'est quand même le minimum. Mais d'un autre côté, c'est toute une surprise parce qu'on ne sait pas ça va être quoi la suite des choses. On parlait du prix minimum sur l'essence tantôt. Bien, c'est un projet de loi qui est amené par le ministre Fitzgibbon. Donc, maintenant qu'il n'est plus là, est-ce que le projet de loi va aller de l'avant? On espère que oui. Maintenant, là, il y avait aussi un projet de loi sur l'énergie qui allait toucher, entre autres, Hydro-Québec et tout ça. Bon, ça, c'était supposé être discuté en commission parlementaire la semaine prochaine. Ça devrait avoir lieu, mais ce ne sera pas lui qui va piloter le dossier. Donc, c'est un peu décevant parce qu'on aurait espéré qu'il finisse au moins son mandat. Ça serait le strict minimum parce que là, il faut rappeler qu'on va se retrouver avec une élection partielle dans la Naudière, à Terrebonne. Donc, bon, ça va coûter de l'argent aux contribuables encore une fois. Mais c'est aussi de se dire, est-ce que tout ce qui a été mis de l'avant jusqu'à maintenant, est-ce que ça va tenir? C'est quoi les impacts? Puis surtout, on a hâte de voir ça va être qui le remplaçant de Fitzgibbon parce que c'est lui ou elle qui va faire la différence, à savoir si on garde le cap sur les ambitions actuelles ou s'il y a un pas en arrière qui est fait où on réalise que peut-être qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions présentement, puis on devrait être un peu plus, faire preuve d'un peu plus de rigueur sur la gestion de nos stocks d'électricité et de notre énergie au Québec. Pour que les citoyens québécois puissent se tenir au courant de ce qui se passe justement avec la transparence du gouvernement, c'est où exactement qu'ils peuvent vous suivre? Ah ben nous suivre, c'est très simple, directement sur contribuable avec un s.ca. Sinon, pour les anglophones, taxpayer.com ou pour suivre nos activités dans le reste du Canada également. On est aussi très présent, je suis très présent sur Twitter, sur X, donc à commercial Le Vrai Gagnon pour me suivre, puis les différentes interventions ou interpellations des élus. Et sinon, on essaie d'être présent le plus que possible sur toutes les plateformes aussi pour rejoindre le plus grand nombre de personnes que possible. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, merci. N'oubliez pas d'aller sur rebelfieldreports.com si vous voulez nous encourager à soutenir notre journalisme indépendant, comme vous le savez, montrer l'autre côté de l'histoire à un coup. Et c'est grâce à vous que nous pouvons vous le montrer aujourd'hui. Donc, je vous invite encore à rebelfieldreports.com et merci en avance pour votre soutien.